notamment des territoires limitrophes aux nôtres, hein. Nous avons en effet récemment élargi la communication d'une heure pour l'autonomie à l'ensemble du département. Je vais tout d'abord leur souhaiter la bienvenue, mais aux anciens aussi, bien évidemment, contente de vous retrouver. Et je vais prendre donc du coup un peu de temps, un peu plus que d'habitude pour rappeler les principes de fonctionnement du 1 heure pour l'autonomie. Donc, vous précisez tout d'abord que ce temps d'information est enregistré, et que si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il vous suffit tout simplement de couper la caméra. Rappelez également que le support qui va vous être présenté aujourd'hui, sera transmis, à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation, avec, le lien pour, accéder à la vidéo donc, sur YouTube. Elle est généralement mise en ligne 15 jours après la présentation. Ce lien va vous permettre également d'accéder à toutes les vidéos qui ont été mises en place depuis le début d'1 heure pour l'autonomie. Donc pour ceux qui viennent juste de s'inscrire, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Il y a pas mal de sujets depuis la mise en place en février 2022, notamment sur des sujets sur, le circuit ou la complétude du dossier MDPH, l'aide sociale, les droits des aidants, les handicaps, l'APA, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en fait. Je vous précise enfin que vous pouvez poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, compte tenu du format et au regard du temps de présentation, il n'y a pas d'échange direct, mais comme à l'accoutumée, nous répondrons aux questions posées dans le chat dans un second temps, via une foire aux questions que nous vous enverrons avec le support de présentation. Que vous ayez ou pas, assisté donc, à la petite visio, hein, l'ensemble des inscrits en tout cas est destinataire de ces supports. Tout cela étant dit, je vous propose de revenir à notre sujet, donc handicap psychique et addiction. Pour vous y sensibiliser, nous avons le plaisir d'accueillir, Camille, Strenod. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, oui, c'est très bien. Psychologue au CREPSI, nous vous avions déjà proposé, une première, sensibilisation au handicap psychique en mai 2022. C'était le CREPSI également qui était intervenu. Nous vous proposons aujourd'hui de la compléter. Donc au sommaire de ce temps d'information notamment, donc c'est quoi un trouble psychique? C'est quoi une addiction? À quoi on reconnaît une addiction? Comment elle se met en place? Les diverses répercussions. Mais je vais laisser, la parole à Camille qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Donc du coup, Camille, c'est à vous. Je vous remercie beaucoup, Madame Martin. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Et ça devrait être bon. Oui, c'est tout bon. Ok, nickel. Alors, donc du coup, afin de vous transmettre les premières clés de compréhension sur les notions de handicap psychique et d'addiction, on va pouvoir évoquer dans un premier temps l'handicap psychique, le trouble psychique, puis l'addiction avec une définition. Donc on va parler des pathologies duelles, les différents types d'addiction, le circuit de récompense et comprendre comment ça se passe un petit peu au niveau de notre cerveau. À quoi reconnaît-on une addiction et comment elle se met en place? On va également parler des facteurs qui viennent favoriser la survenue de l'addiction et on parlera des répercussions et du travail en réseau comme vous avez pu, l'évoquer. Donc du coup, à travers cette présentation, on va vraiment avoir cette idée de venir éveiller votre curiosité, votre réflexion et votre intérêt sur le sujet, avec une première approche de la thématique des addictions. Donc par rapport à l'handicap psychique. Donc, au niveau de la définition, on va parler des situations d'handicap psychique qui sont les conséquences des altérations de fonction liées à des troubles psychiques sévères et persistants dans la vie quotidienne, sociale, familiale, scolaire, professionnelle, etc., des personnes concernées. Ces retentissements peuvent être variables et diversifiés en fonction de l'environnement, qui joue toujours un rôle majeur dans l'évolution et le devenir d'une personne présentant un trouble psychique sévère et persistant. Donc, on peut dire que l'handicap psychique, il est invisible au premier regard, mais il est aussi complexe, car il y a des altérations de fonction qui ont des conséquences sur les différentes sphères de la vie de la personne, et elles suscitent souvent de l'incompréhension ainsi que de la stigmatisation.
Les retentissements, ils peuvent être variables et diversifiés en fonction de l'environnement de la personne. Alors, qu'est-ce qu'un trouble psychique? Donc, on va davantage utiliser le terme trouble psychique plutôt que celui de maladie mentale, car il est moins péjoratif au niveau de la sémantique. Classiquement, les troubles psychiatriques incluent les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles addictifs, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychotiques et le stress post-traumatique. Donc, ces troubles psychiques peuvent être vecteurs d'un handicap psychique. Votre micro est coupé, on ne vous entend plus. Alors, je pense, Camille, que le micro a été coupé. Il faudrait que tu le réactives. Comment j'ai pu faire ça? Je crois pas que ce soit toi. OK. Alors du coup, j'étais en train de mettre en avant que ces troubles psychiques-là, ils pouvaient être vecteurs d'un handicap psychique parce qu'il y avait des retentissements sur la vie quotidienne de la personne et de l'entourage. Du coup, il se peut que ces troubles psychiques, s'ils sont compensés, ne vont pas forcément, en tout cas, entraîner un handicap psychique, car la personne, elle va être accompagnée, elle aura un traitement, sûrement adapté qui vont venir, en tout cas, stabiliser la manifestation de ces troubles. Donc c'est-à-dire que si la personne, elle a appris à bien se connaître, mieux se connaître, avec la maladie, qu'elle est bien accompagnée, les répercussions, elles peuvent être moindres. Donc ça donne un petit peu de positivité à tout ça et ça permet aussi de lutter contre la stigmatisation du trouble psychique avec cette idée, de: «J'ai un trouble psychique, donc j'ai un handicap psychique». Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. De ce fait, construire autour de la personne et avec la personne un environnement étayant pour elle, ça passe par une meilleure connaissance du trouble, de ses capacités restantes, et cetera. C'est en ce sens que nous allons parler de manière un petit peu plus spécifique des troubles addictifs aujourd'hui, parce que l'addiction, elle peut aussi accompagner, s'entremêler avec d'autres troubles psychiques. Donc on va parler ici de pathologie duel, mais ça je vous préciserai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, addiction, de quoi parle-t-on? Selon l'OMS, il s'agit d'un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Donc ça va venir se caractériser par plusieurs éléments. Il y aura l'impossibilité répétée de contrôler un comportement, la poursuite du comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives, la présence de sensations de plaisir ou de soulagement, un désir puissant de prendre la substance. On va retrouver également un désinvestissement progressif des autres activités de la vie quotidienne, ainsi qu'une tolérance importante et parfois un syndrome de sevrage. Donc un syndrome de sevrage, c'est quand il y a une arrêt de consommation et que la personne elle va ressentir un manque et il y aura des manifestations, physiques. Je reviendrai un petit peu plus tard, sur cette notion-là. Donc on peut dire que la personne addicte, elle va utiliser les effets soit de la conduite, soit de la substance pour venir soulager une souffrance psychique, mais qui ne font qu'accentuer un malaise physique et également psychique. Donc on peut dire que l'addiction, elle est aussi synonyme de perte, perte de liberté, perte de contrôle de soi, de l'indépendance, chez la personne. Les troubles addictifs, du coup, regroupent, différentes choses, les toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme et les addictions comportementales. Je vais du coup vous passer une petite vidéo, qui va reprendre un petit peu l'ensemble de ces notions. Alors, n'étant pas sûre que ça fonctionne sur le diapo, je vais directement la chercher ici.
Ah, ça ne fonctionne pas. Comment ça se Peut-être fait? essayer sur la diapo du coup? Peut-être sur la diapo. Ouais. Je vais le mettre en plein écran. Je suis pas sûre qu'il y ait le son, par contre, sur la diapo. Bah, du coup, il Il faudra faudra départager puis, retourner sur le ouais, je pense que je vais plutôt aller la chercher directement dans le fichier. Je l'avais préparé, mais ah voilà, OK. parfait, il y a le son.
Donc c'est un support vidéo que vous pouvez retrouver très facilement du coup sur le net. J'espère que vous l'avez trouvé plutôt, intéressante et parlante sur la thématique. Pour vous donner quelques petits éléments d'explication et de compréhension, donc on a une vidéo avec un oiseau, hein, qui croise une pépite d'or et qui s'en délecte. À chaque fois, en réaction à ce qu'il vient de prendre, il court, il saute, s'envole de manière assez extatique, puis il retombe. Donc c'est un court métrage qui vient résumer, l'addiction à un produit, quel qu'il soit. On a à travers du coup cette pépite d'or, voilà, on peut y voir, de la nicotine, de l'alcool ou autre, un comportement par exemple. La sensation de plaisir, elle est représentée par l'oiseau qui s'envole, mais ce vol, il est éphémère et la chute devient de plus en plus brutale. Cet oiseau, il s'abîme de plus en plus et ça vient refléter les répercussions d'une consommation répétée d'un produit. Le personnage poursuit sa consommation malgré les dommages. La vidéo, elle s'obscurcit progressivement, ce qui peut également questionner la souffrance psychique qui en découle. Voilà un petit peu pour les éléments de compréhension. Concernant les pathologies duelles, j'en ai brièvement parlé, en début de présentation. Donc ça se caractérise par la combinaison, l'association d'une pathologie psychiatrique et d'une addiction qui vient altérer fortement la qualité de vie des personnes concernées. Donc on parle de comorbidité lorsqu'il y a une interaction entre les 2 troubles, par exemple l'un qui va venir aggraver l'autre ou l'un étant un facteur causal de l'autre. Donc au niveau de synonymes, on peut parler de comorbidité, de pathologie associée ou de pathologie duelle. Ces pathologies-là, elles sont difficiles pardon, à repérer et à prendre en charge, car chaque filière de soins a tendance à concentrer ses interventions sur la pathologie de son domaine d'expertise. Donc là, on a vraiment 2 pathologies qui s'entremêlent avec des troubles qui peuvent évoluer en même temps. Donc pour vous donner un exemple un petit peu plus concret et peut-être un petit peu plus parlant, on va avoir une personne qui souffre de dépression et qui va consommer de l'alcool pour oublier son mal-être et pour mieux dormir. Donc là, on a un état dépressif qui est un trouble de l'humeur et qui peut venir s'entremêler du coup à un trouble addictif. Pour parler chiffres, au niveau de la population générale, il va y avoir environ 30 des personnes qui souffrent de pathologies mentales, qui souffrent également d'addiction. Donc c'est plus de 50 des personnes, ayant une pathologie addictive qui souffrent également d'une pathologie psychiatrique. Environ 3 de la population souffrirait d'une pathologie duelle. Mais en institution, on voit bien qu'il y a 71,9 des patients qui souffriraient des 2 troubles. Donc les pathologies duelles sont la règle plus que l'exception. Et en France à ce jour, donc on était sur des chiffres de 2017, il y a environ 1,8 million de personnes qui consomment régulièrement des produits illicites et environ 18,5 millions de produits licites comme l'alcool et le tabac. Alors, la pyramide de Skinner. Donc cette pyramide, elle va venir refléter les différents stades de dépendance. Donc, au niveau 0, on a plutôt une abstinence qui est stricte, c'est-à-dire que la personne, elle ne consomme pas du tout. Puis on retrouve un usage sans dommage, c'est-à-dire que la consommation, elle n'aura pas de répercussions. Concernant l'usage à risque, on parle, de cet usage-là lorsque la quantité et la fréquence progressent et n'entraînent aucun dommage. Donc on a plutôt une prise en charge qui va relever de la prévention. Ensuite, on parle d'un usage qui est nocif lorsqu'il existe au moins une conséquence liée à un produit.
Et le dernier stade, il indique que la consommation, elle est plus du tout contrôlée et qu'il y a une nécessité de prise en charge. Donc là, on voit bien que c'est pas du jour au lendemain, en tout cas, que la dépendance, elle vient s'installer. Il y a différents stades, en tout cas, qui viennent s'inscrire dans la temporalité. Alors, donc les différents types d'addiction, on va d'abord parler de l'addiction aux substances. Alors, qu'est-ce qu'une substance psychoactive? C'est une substance qui, lorsqu'elle est ingérée ou administrée, va venir altérer les processus mentaux, comme les fonctions cognitives et les émotions. Il s'agit donc d'une substance qui peut provoquer, par exemple, une sensation de détente, d'euphorie, de désinhibition ou des effets plus intenses comme des hallucinations. Donc là, on est vraiment sur la définition donnée par l'OMS. Au niveau de la liste de ces substances, on va retrouver le tabac et l'alcool, qui sont les substances les plus répandues, le cannabis, les opiacés avec l'héroïne et la morphine, la cocaïne, les poppers, les dérivés de synthèse, comme la méthamphétamine par exemple, et certains médicaments. Alors, chaque substance a un pouvoir addictogène, mais ils n'ont pas tous les mêmes. Du coup, il existe certaines substances qui semblent avoir un pouvoir addictif qui est supérieur aux autres, notamment le tabac, où 32% des consommateurs sont dépendants, pardon, suivi par l'héroïne, la cocaïne et l'alcool. Cette vitesse d'installation de la dépendance, elle varie du coup en fonction des substances. Les dépendances au tabac, à l'héroïne et à la cocaïne peuvent se développer en quelques semaines, alors que celle à l'alcool est beaucoup plus lente et vient s'inscrire aussi dans le temps. Concernant les addictions comportementales. Donc, on parle d'addiction comportementale ou d'addiction sans substance puisqu'il n'y a pas de produit. Donc, c'est en lien avec un comportement irrépressible et incontrôlé vis-à-vis voilà, de plusieurs éléments. Donc, on va retrouver les jeux d'argent et de hasard qu'on nomme ludomanie, l'addiction aux jeux vidéo, gaming disorder, addiction, au sexe, addiction au travail, on va parler de workaholisme, l'addiction au sport, donc l'exercice physique, qu'on nomme bigorexie, les TCA avec les troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie, la boulimie et les achats compulsifs. Alors, ces addictions-là sont souvent associées aux troubles de l'humeur, aux troubles anxieux, aux phobies sociales et à des sentiments d'impuissance. Comment ça se passe dans notre cerveau? Donc, on va parler du circuit de récompense. Alors, lorsqu'on effectue une tâche agréable, le cerveau produit entre autres de la dopamine. Lorsque la dopamine, elle est présente, donc c'est l'une des molécules responsables de la sensation de plaisir, on lui doit le surnom de molécule du plaisir. Cette molécule est un neurotransmetteur. Lui, il assure la transmission des messages d'un neurone à un autre. Et cette molécule, elle est sécrétée par l'organisme lorsqu'on accomplit certaines actions. Impliqué dans le plaisir, le circuit de récompense a du coup pour fonction initiale de favoriser des comportements nécessaires à la survie, comme boire, manger, se reproduire, etc. Par exemple, lorsqu'on a faim à 16 heures, on va se prendre un petit goûter, on va acheter un magnifique Paris-Brest, et la prise de repas, elle va venir libérer de la dopamine, et donne ainsi au cerveau une sensation de plaisir. C'est la récompense. Le plaisir est procuré par ces activités pousse donc la personne à répéter l'expérience et ainsi garantir sa survie. Donc ça peut être la même chose, voilà, pour d'autres activités comme la musique, par exemple. Donc j'ai envie d'en écouter, j'écoute ma chanson préférée, ça va me procurer du plaisir et je vais la réécouter encore, encore et encore. Donc on peut sécréter de la dopamine en écoutant de la musique, en pratiquant une activité sportive ou voilà, avec des jeux à gratter, en achetant des vêtements, et cetera.
Alors, lorsque le circuit de la récompense il fonctionne normalement, ça vient participer au bon fonctionnement de notre équilibre mental. Mais dans le cadre de l'addiction, les substances psychoactives à risque de dépendance, comme le tabac, l'alcool, les drogues, etc., vont agir sur le circuit de récompense et venir le perturber. Donc ces substances, elles sollicitent de manière excessive ce circuit naturel et vont venir modifier notre fonctionnement mental. C'est en ce sens qu'il devient impossible de se passer de ces substances et ça a des conséquences négatives sur notre santé physique et notre santé mentale. Donc plus on consomme un produit, plus on en subit les conséquences et à l'inverse, moins on consomme un produit, moins on va en subir les conséquences. Alors, à quoi reconnaît-on une addiction? Donc on va parler de la triple dépendance et du craving. Donc là, 3 éléments, qui vont venir, s'entremêler. On va parler de dépendance psychologique, qui est un état mental caractérisé par l'idée obsédante d'atteindre tel objet ou telle situation, par l'urgence du besoin de satisfaction et par l'impossibilité de s'y soustraire. Donc on va retrouver, une poursuite des consommations et des comportements malgré les connaissances des dommages pour la personne. Donc pour en revenir à la vidéo, ça va être, voilà, l'oiseau qui va continuer de consommer alors qu'il se rend bien compte que, son corps, il est de plus en plus abîmé, par exemple. La dépendance physique, qui est une exigence de l'organisme qui nécessite, pour conserver son équilibre, l'apport régulier d'une substance chimique. Donc c'est le résultat de l'ingestion répétée d'une substance et va se manifester à travers des symptômes physiques visibles lors du sevrage. Donc le sevrage, c'est lorsqu'on arrête de consommer un produit, comme par exemple l'alcool, il y a une phase de sevrage, dans le but de venir contrôler et prévenir des symptômes liés au manque d'alcool. Donc ça peut être par exemple les tremblements, les suées, et cetera. Dans la dépendance comportementale, on va plutôt parler des rituels et des habitudes de vie. Donc par exemple, ça va être les consommations, voilà, qui vont venir, se faire, à telle heure dans la journée, à telle fréquence aussi, d'une certaine manière, avec certaines personnes, dans certains lieux, et cetera. Sur la notion de craving, donc on utilise ce terme-là pour venir traduire le besoin compulsif, irrépressible de consommer. Le verbe to crave veut dire ressentir un appétit insatiable, un fort désir. Donc c'est un désir aigu, un besoin impérieux de produits toxiques. On parle d'impulsion, d'une impossibilité de se soustraire au manque et à l'habitude. Comment se met en place une addiction? Donc on va retrouver trois phases. La première, ça va être une augmentation de la tension émotionnelle, du mal-être chez la personne avant le passage à l'acte. Donc un exemple assez, caricatural, du quotidien. Donc on va avoir, Marc qui a des gros examens médicaux, demain et il se sent super stressé. Deuxième phase, la recherche de soulagement et de plaisir. Donc Marc, il est super stressé, il va venir boire un verre d'alcool avec l'idée de se détendre. Et troisième phase, on retrouve une incapacité à résister à la tentation avec un abandon progressif d'autres sources de plaisir et d'intérêt au profit de l'utilisation de la substance. Donc en dehors de l'utilisation de la substance, on va aussi retrouver l'augmentation du temps passé à se la procurer et à la consommer. Donc Marc, il est super stressé, mais il est souvent super stressé, il ressent souvent le besoin de se détendre. Avant, voilà, il investissait, des activités sportives, il allait jouer au tennis, par exemple, pour aller se défouler. Mais là, le tennis, il a un petit peu laissé de côté, ces derniers temps, au profit des verres qu'il va venir se servir, dans son canapé et avec quelques chips. Donc vous voyez, c'est bien caricatural, mais ce sont vraiment des situations qui peuvent venir s'inscrire, progressivement dans le quotidien. Concernant les différents facteurs qui viennent favoriser la survenue de l'addiction, donc on va retrouver les facteurs de vulnérabilité individuelle,
Donc ce sont plutôt des personnes qui sont en recherche d'expérience, qui peuvent avoir des comportements impulsifs et ou compulsifs. On peut retrouver des traits de personnalité tels que la recherche de sensations, le faible évitement du danger, la recherche de nouveautés. Il peut aussi y avoir des fragilités psychiques, comme une mauvaise estime de soi, des éléments d'histoire de vie, qui ont été, marquants pour la personne, comme des traumatismes antérieurs, des chocs émotionnels ou une situation nouvelle qui vient surgir brutalement dans l'existence du sujet. On peut également parler, voilà, d'événements marquants selon les âges de la vie, tels qu'un départ à la retraite, l'isolement social, la perte d'autonomie, l'installation en institution, la précarité, le deuil, l'abandon, une maladie grave, une séparation brutale, une agression, un accident, une disparition. Tout cela peut venir favoriser la survenue de la consommation. La problématique addictive, elle est aussi en lien avec d'autres facteurs environnementaux, dans lesquels la personne, elle va venir évoluer. Donc par exemple, ça va être une personne qui vit dans une famille avec une consommation d'alcool à chaque repas qui va venir faciliter l'accès, en tout cas, à ce produit-là. Donc l'accessibilité aux produits, les habitudes et les consommations familiales, les événements de vie familiaux, les relations conflictuelles intrafamiliales rentrent dans ces facteurs de vulnérabilité. On peut aussi parler de l'initiation de la consommation, le rôle des pairs et la consommation individuelle ou en groupe. Par ailleurs, commencer à consommer tôt va venir favoriser la survenue d'une dépendance. Exemple, si on commence à boire de l'alcool dès le début de l'adolescence, cela augmente par 10 le risque d'être dépendant à l'âge adulte et de poursuivre en tout cas ces comportements par la suite. Concernant les répercussions, donc là déjà à travers la slide, vous pouvez voir qu'elles sont multiples. De manière plus spécifique, au vieillissement, on peut dire que le vieillissement s'accompagne de multiples changements qui peuvent influencer les effets des produits et favoriser le développement d'une dépendance. Premièrement, sur l'organisme, il peut y avoir des conséquences médicales suivant la pratique et le type de consommation. Donc, par exemple, on va retrouver des modifications physiologiques qui viennent influencer l'effet de l'alcool où l'organisme se modifie avec l'âge. Donc, on a un pourcentage d'eau qui diminue avec les années et par conséquent, l'alcool absorbé est moins dilué. Le foie aussi, il a besoin de plus de temps pour éliminer l'alcool qui reste. On retrouve aussi un risque accru de décès par maladie, une mortalité plus précoce avec le suicide notamment, une apparition prématurée de maladies chroniques, des risques d'infection virale comme le VIH, une exacerbation de maladies associées à l'âge, un risque majoré de chute, de fractures, de blessures, d'accidents, une altération des capacités à effectuer les actes de la vie quotidienne, etc. On retrouve aussi du coup des répercussions sur la vie familiale, affective, sociale, avec un sentiment de honte, qui viennent limiter l'accès aux soins, les problèmes financiers, un isolement, social avec de la solitude et un sentiment d'exclusion. Au niveau familial et affectif, il peut y avoir des conflits, des problèmes relationnels, des ruptures, des divorces, des tensions. Par ailleurs, les jeux d'argent peuvent venir favoriser aussi le surendettement, les délits, les vols, les falsifications de chèques, et cetera, qui vont du coup avoir un impact aussi sur cette sphère, familiale. Alors, concernant la pluridisciplinarité des acteurs, donc là, il y a une nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire où la personne doit être accompagnée sur tous les plans. Cette prise en charge repose sur l'association d'un accompagnement médical, un accompagnement psychologique individuel et collectif et un accompagnement social. On parle d'une prise en charge qui est globale. Elle est globale aussi parce qu'elle touche toutes les sphères, en tout cas, de la vie quotidienne de la personne, comme on a pu le voir juste avant. Donc cette prise en charge, elle est globale à travers l'hospitalisation et les unités hospitalières d'addictologie,
les traitements médicamenteux, le suivi psychothérapeutique, l'accompagnement social et l'entraide mutuelle. Donc de manière un petit peu plus spécifique, donc au niveau des hospitalisations et unités hospitalières, donc cette orientation-là, elle peut être indiquée, lors d'un sevrage. Ça permet aussi un changement de contexte afin de faire émerger de nouveaux repères et de casser un petit peu cette dépendance, comportementale. Quand je dis casser, c'est aussi la travailler, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc on va parler des centres de post-cure, les séjours en centre résidentiel ou en famille d'accueil. Il existe des prises en charge ambulatoires dans les structures, hospitalières et des équipes de liaison et de soins qui peuvent aussi se déplacer. Le traitement médicamenteux, il est indiqué pour un traitement de substitution afin de réduire les risques de rechute et limiter les symptômes psychiques et physiques. L'intérêt du suivi psychothérapeutique, voilà, il apporte plutôt un soutien psychologique pour travailler les stratégies, d'adaptation, pour faire face notamment au stress et prendre du recul sur son histoire de vie. L'accompagnement social, il est indiqué pour les démarches administratives et sociales et l'entraide mutuelle au sein des associations d'anciens dépendants. Donc à travers, voilà, cette pluridisciplinarité des acteurs de l'accompagnement, il y a une petite vigilance à avoir par rapport à ça, notamment par rapport au manque de communication et de lien entre les professionnels qui peut, créer, on va dire, un risque de morcellement du soin, et du coup, ça ouvre aussi la porte, parfois à de possibles rechutes pour la personne, la mise en échec de la prise en charge et aussi les ruptures de soins. Souvent aussi, on retrouve les personnes qui répètent leur histoire de vie à différents professionnels, et ça peut créer aussi un épuisement chez la personne, chez le patient. Donc pour reprendre notre exemple de ce fameux Marc, c'est Marc qui va venir taper aussi à toutes les portes, mais qui va en investir très peu. Il va venir annuler des rendez-vous, il va pas venir et ça peut être mis en lien en tout cas avec le sentiment d'échec et les rechutes. Concernant le travail de réseau, donc à qui on peut s'adresser, donc on peut penser au médecin traitant qui est en première ligne et qui peut réorienter en tout cas, par la suite. On peut penser au psychiatre, à l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée, à des centres médico-psychologiques, donc les CMP, qui sont des services de psychiatrie publique qui proposent des soins pour les personnes qui ont des troubles psychiques. De manière un petit peu plus spécifique, les XAPA, qui sont des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui viennent assurer l'accompagnement médical, psychologique et social avec une approche individuelle et collective. Voilà, souvent, ce sont des centres qui proposent aussi des groupes de parole. On va retrouver les CARUD, qui sont des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, ce sont des établissements médico-sociaux qui apportent un soutien aux usagers dans l'accès aux soins, la mise à disposition de matériel de prévention des infections et assurent un accueil collectif et individuel. On va également retrouver sur le territoire et dans différents départements les consultations cannabis et la consultation tabac. Alors, ce travail de réseau-là, il rentre aussi, dans les missions du CREPSI à travers notre mission, accueil, information, conseil, où on peut vous informer sur les prises en charge existantes sur le territoire si à un moment donné, voilà, vous êtes un petit peu perdu au niveau de l'orientation ou des informations à donner. Parfois de manière plus accessible, on peut également, évoquer les lignes d'écoute téléphonique avec des numéros gratuits. Donc on va retrouver drogue info service, tabac info service, écoute cannabis, alcool info service et joueur info service. Donc cette aide à distance, elle permet parfois un premier pas qui est plus facile à faire, à franchir lorsqu'on n'ose pas forcément en parler. Elle permet pour certaines personnes de rompre l'isolement et de s'affranchir des contraintes géographiques. Les lignes d'écoute, elles permettent d'apporter des informations qui sont fiables sur les modalités et les services d'aide et d'accompagnement. Hem, Après, c'est vraiment important aussi d'avoir en tête qu'elles ne viennent pas remplacer une prise en charge médicale et spécialisée. Donc ça peut être un premier pas, ça peut être un complément, c'est souvent accessible aussi, voilà, 24 heures sur 24, mais ça vient pas remplacer en tout cas un investissement et une prise en charge, médicale.
Concernant Drogue Info Service, par exemple, les écoutants, ils peuvent venir vous informer, conseiller, soutenir et orienter les personnes qui les appellent. Donc n'hésitez pas à vous rendre en tout cas sur les différents sites internet pour avoir des informations complémentaires. En parlant de complémentarité, on retrouve également l'association d'usagers, de proches et d'accompagnement à travers des associations telles que les Alcooliques Anonymes, SOS Joueurs ou l'UNAFAM. Donc, si vous vous questionnez un petit peu sur les structures en addictologie qui sont proches de chez vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Drogue Info Service. Dans l'onglet Utile, voilà, vous écrivez votre adresse et puis ça va vous donner en tout cas certains points de repère autour de votre domicile pour vous orienter. Vous pouvez également retrouver voilà, la liste des CMP sur le lien qui est affiché. Et également vous informer sur d'autres ressources comme le site Psycom, le site de l'assurance maladie et le site de l'Institut fédératif des addictions comportementales pour avoir des informations supplémentaires, en tout cas sur cette problématique addictive. Donc là, c'est vraiment une liste non exhaustive des ressources du territoire afin de continuer à vous informer, de prévenir et d'orienter si nécessaire. Et la présentation touche à sa fin, du coup. Bien, merci beaucoup Camille. Alors, ça résonne, je ne sais pas très bien pourquoi, mais bon, ça résonne. En tout cas, merci pour votre prise de parole et le temps que vous avez pris pour préparer ce temps de sensibilisation et son support riche en informations. Je vois qu'il n'y a pas franchement ou alors j'ai eu un bug, mais non, il n'y a pas franchement de questions dans le chat, donc je présuppose que la présentation a été claire et limpide. Nous allons rapidement vous envoyer le support, hein, et le lien pour accéder aux vidéos, hein, suite à cette petite présentation. N'hésitez pas également à nous faire remonter vos besoins en matière de sujets à proposer donc en 1 heure pour l'autonomie. Donc avec l'invitation à ce présent en information, on vous a envoyé un petit questionnaire Google Form pour recueillir vos besoins. Donc vraiment, sa complétude prend pas beaucoup de temps. Donc prenez un petit peu de votre temps pour nous faire remonter tout simplement les sujets que vous souhaiteriez voir abordés donc en 2024. N'hésitez pas également à informer vos collègues, hein, de l'existence de ce temps d'information et les inciter à s'inscrire. Tout simplement, voilà, ça leur permettra d'avoir en direct les supports parce que s'il n'y a pas d'inscription, en gros, on ne peut pas envoyer les supports en direct. Dernière information avant de vous quitter, compte tenu des vacances scolaires, on va se retrouver très bientôt, donc le 12 décembre à 11h. Donc à l'ordre du jour, une intervention de professionnels du SEMSA Réveil sur la cérébrolésion. Donc voilà, je remercie encore grandement Camille pour sa présentation. Et puis du coup, je vous dis bonne journée, puis à très bientôt. Merci à vous, avec plaisir. Belle journée à Merci, au revoir. tous.